Bonjour à tous, chers élèves de Master Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour la correction du QCM dirigé du E3. Je vous avais déjà fait un QCM dirigé. Donc, moi, c'est Dylan. Je suis en première année de kiné et je vais vous faire cette correction pour qu'elle soit le plus claire possible. Pour la question 1, la combinaison, c'était que la C, justement. L'item A, il était faux, car la pression hydrostatique, elle exerce une poussée. Donc, il tend à déplacer l'eau vers le compartiment de plus faible pression et pas de plus haute. Ok. Pour l'item D, il est faux, car le potassium, il se retrouve en forte concentration dans le liquide intracellulaire et pas dans le plasma. Attention, vous avez la pompe Na+, K+, ATPase entre le liquide et le lec. Le Na+, il va vers le lec, le K+, vers le liquide, 2K+, 3Na+. Donc, le potassium, il se retrouve essentiellement dans le liquide intracellulaire. Pour l'item C, donc il est vrai. Donc l'acidose, elle tend à provoquer une hypercalémie. On va avoir un échange de H plus K+. Donc il va avoir une stimulation alpha du système nerveux autonome qui fait sortir le K+, des cellules. Okay. Après, pour l'item D, il est faux. Car en effet, la lisse cellulaire, elle libère le K+, intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc on va avoir une hypercalémie et pas une hypocalémie. Mais attention, en revanche, la deuxième partie de l'item, avec l'insuline, elle fait quoi? Elle fait entrer du K+, dans les cellules et peut provoquer une hypercalémie. Une hypocalémie, pardon. Une hypocalémie. Et enfin, pour l'item E, donc c'est avec votre formule de pression de filtration, qui est le bilan net entre les différences de pression hydrostatique et osmotique. Et on vous dit que si la pression de filtration elle est positive, l'eau sort du vaisseau. Mais si elle est négative, il y a réabsorption. Donc ici, on vous dit filtration négative, l'eau elle sort. Donc c'est faux, parce que c'était l'inverse. Après, pour la question 2. Donc la question 2, c'était ABDE. Donc la A, comme vous avez vu, LIG 40%, LEG 20%. On vous dit que le compartiment intracellulaire, c'est le plus grand compartiment de l'organisme. Pour la B, donc dans le LEC, liquide extracellulaire, vous avez le plasma et le liquide interstitiel. Donc comme on l'a dit, le LEC c'est 20%. On a 15% pour le liquide interstitiel et 5% pour le plasma. Pour l'item C, donc il est faux. Attention, c'est pas l'hypochondre. Très très facile de confondre hypochondre, hypophyse, hypothalamus. Ici, l'association de soif, elle est contrôlée par l'hypothalamus. Donc cet item est faux. Pour la D, donc le système nerveux végétatif, il intervient bien dans la régulation de la volémie. Ça, c'est écrit vraiment dans votre cours. À vraiment savoir bien. Et à connaître. Et enfin, l'item E, c'est pareil que l'item D. C'est dans votre cours aussi. C'est tout dans votre cours, mais... l'item E, le système rénine, angiotensine, aldostérone, il intervient dans la régulation de l'osmolarité extracellulaire. Pour tous ces systèmes, vous voyez, SRARA, FAN, faites-vous un petit tableau. Vous mettez sur quoi il agit, qu'est-ce qu'il fait, dans quoi il intervient. Au moins, vous évitez de confondre. Parce que moi, par exemple, quand je faisais ce cours, je confondais vraiment facilement tout ça. Facteur atrial natriurétique, système rénine, angiotensine, aldostérone, l'ADH ou vasopressine. Vous voyez? Essayez de faire des colonnes pour essayer de ne pas confondre tous ces systèmes, ok? Donc, pour la question 3, donc c'était banco. Donc,
l'item A, il est vrai. Donc en effet, le déplacement de molécules il peut se faire sous l'influence d'un gradient de charge électrique, de pression ou de concentration. L'item B. Donc en osmose, du coup, à travers une membrane perméable uniquement à l'eau, l'eau, du coup, elle se déplace du compartiment le moins concentré vers le plus concentré pour diluer le dernier. Donc pour qu'il y ait une pression hydrostatique égale. Donc l'item B, il était vrai. Pour l'item C, c'est le schéma que vous avez dans votre cours. Donc ici, imperméable signifie donc imperméable aux solutés, donc acides aminés, protéines, glucose, grosses molécules. Mais attention, perméable à l'eau. Car c'est le cas de la membrane plasmique. Ok, on vous stipule bien membrane plasmique dans l'item. Attention, en revanche, si j'avais pas mis membrane plasmique et j'avais juste mis la membrane est totalement perméable, y compris à l'eau, il n'y a pas d'osmose ni de pression osmotique. Donc l'item C, il était aussi vrai. Après, pour l'item D. Donc, il est vrai. Donc c'est par définition, justement, la pression osmotique est égale, en valeur absolue, à la pression hydrostatique qu'il faut appliquer du côté le plus concentré en soluté pour annuler le flux d'eau. Et enfin, l'item E. Donc, le liquide dans lequel il est placé le globule rouge, il est très dilué. Okay, il faut donc concentrer en diminuant son volume. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait dans ces situations? C'est que le globule rouge, il va capter beaucoup d'eau de la solution dans son cytoplasme. Et ce qui peut parfois aboutir à un gonflement et une explosion, donc une hémolyse. Pour l'item 4, donc c'était ACDE. Il existe 3 types de solutions aqueuses. Donc vous avez les solutions micromoléculaires électrolytiques, colloïdales, macromoléculaires. Donc pour la B, donc c'est l'inverse, c'est le liquide intracellulaire qui contient plus de protéines que le plasma. Il y a environ 20% de protéines dans le liquide intracellulaire alors que c'est de l'ordre de 70 grammes par litre dans le plasma. Pour l'item C, donc l'item C c'est exactement le même raisonnement que l'item E. Donc baisse de la pression, une hypotomie du liquide extracellulaire, ça va faire entrer de l'eau dans les globules rouges et ça peut conduire du coup à une hémolyse avec le gonflement. Pour l'item D, il est vrai, en effet l'ADH, récepteur des volorécepteurs, insère des aquaporines dans le tube collecteur. Ça va faire quoi du coup? Ça va augmenter la réabsorption d'eau. Le volume urinaire et la quantité d'eau libre, ils vont diminuer. Et l'osmolarité des urines, elle va augmenter. Donc ça, c'est sécrété en cas d'hyperosmolarité de l'organisme. Et l'item E, c'est vrai. C'est les effets qui sont à apprendre pour chaque système. Pour la question 5, on était sur la E. Donc pour l'item A, c'est pas la température intérieure, mais la température extérieure. Donc c'est faux. L'item B, encore une fois, c'est pas l'hypophyse, mais l'hypothalamus. Attention, l'item C, piège un peu méchant, mais ils aiment bien faire confondre parasympathique et sympathique. Donc faites attention. L'item D, c'est pas la thermolyse, mais la thermogénèse. Ça aussi, il faut faire bien attention. Et l'item E, il faut bien apprendre chaque... à la fin du cours, normalement, vous avez le frisson fait ça, fait ci, fait tant. Il faut bien apprendre cette liste. C'est très important. Donc, l'item E, il était vrai. Pour la 6.
ABC. Donc ADH vasopressine. Donc qu'est-ce que fait l'ADH? Elle augmente la perméabilité à l'eau des tubes collecteurs. Donc ça va favoriser justement la réabsorption d'eau et limiter les pertes urinaires. Mais attention, elle n'augmente pas directement la réabsorption de Na+. Ok? Pour l'item B, donc l'aldostérone issue du SRRA, qu'est-ce qu'elle fait elle? Donc, elle augmente la réabsorption de Na+. Alors que le FAN, qu'est-ce qu'il fait lui? Il favorise justement la natriurérase. Il fait donc l'effet antagoniste. Donc ça va créer un équilibre de la balance sodique. Vous avez compris ou pas? Donc, l'item B, il était vrai. L'item C, du coup, il est aussi vrai, comme on vient de le dire à l'item B. L'item D, il est donc faux, parce qu'on l'a expliqué à l'item B. Donc l'aldostérone, il favorise la réabsorption de Na+. Et l'item E, ce ne sont pas les osmorécepteurs, mais les volorécepteurs. Pour bien faire attention, c'est facile de se piéger. Osmo, volo. Donc, c'était A, B, C. Pour la question 7. La question 7, c'était que la E. Donc, l'item A, tous les sorties d'acide de l'organisme sont finement régulées. Là, finement, ça doit vous faire tilt dans votre tête. Vous devez vous dire, l'item, il y a un truc bizarre. En effet, c'est pas finement, c'est fortement régulé. La ponction du sang veineux. Pour l'item B, c'est pas la ponction du sang veineux, mais la ponction du sang artériel, qui est l'examen de référence pour effectuer une gazométrie. Pour l'item C, c'était l'inverse. C'est le plasma, c'est le coefficient de solubilité du plasma qui est supérieur au globule rouge. Je crois que les valeurs, c'était 7,7 pour les globules rouges et 1,3 pour le plasma. Pour l'item D, les chémorécepteurs centraux, ils ne sont pas localisés dans l'hypothalamus, mais le bulbe rachidien. Ils aiment bien vous faire confondre hypothalamus, hypophyse, hypochondre, bulbe rachidien. Essayez de bien savoir où et quoi et à quoi ça sert. Et après, pour l'item E, donc, il était vrai, une hyperthermie peut être à l'origine d'une alcalose respiratoire. En effet, une hyperthermie, ça va faire quoi? Une augmentation de chaleur. Par exemple, dans le cas de la fièvre, justement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une hyperventilation. Donc l'hyperventilation, elle va entraîner une expulsion excessive de CO2. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que la pression artérielle en CO2, elle va diminuer. Et comme vous avez vu votre formule, vous connaissez votre formule du pH, HCO3- sur PCO2, qu'est-ce qui se passe si le PCO2 en bas, elle diminue? Le pH, il va augmenter. Ça va donc créer une alcalose respiratoire. C'est pour ça que l'item E est vrai. Pour la question 8, le diagramme de Davenport. Donc, pour cette question, déjà, moi, je vous conseille, dès que vous voyez cette question, vous écrivez vos normes de HCO3-, 24, 27, de la PCO2. Vous essayez de refaire votre diagramme, de bien placer vos points, de bien regarder où sont les points par rapport au pH. Déjà, vous regardez premièrement le pH. Après, vous regardez vos PCO2 et vos HCO3-. Vous écrivez votre formule, pH HCO3- sur PCO2. Et vous regardez qu'est-ce que ça fait le point par rapport aux normes que vous avez écrites et la formule. Ok. Donc, pour l'item A, donc la combinaison, c'était ACDE. Donc, pour l'item A, on voit bien que la PCO2, elle est élevée. Et la concentration en HCO3- elle est basse. Donc, ces deux marqueurs, ils traduisent justement une acidose respiratoire et métabolique, donc elle est mixte. B, elle est fausse, car comme on l'a vu, les deux anomalies vont dans le sens de l'acidose.
Donc, elles ne peuvent pas se compenser. Parce que les deux vont dans le sens de l'acidose. Donc, ça ne peut pas se compenser et rétablir l'équilibre du pH. Après, pour l'item C, il est vrai. On voit bien que le point, il est sous l'isobar de 35 mg de mercure. Donc, la PCO2, elle est inférieure à la normale. Entre 35 et 45 mg de mercure. Donc, si on est sous l'isobar 35, on est en hyperventilation. Et donc, c'est une alcalose respiratoire. Donc, elle était vraie. L'item D, il est vrai aussi. Donc, la PCO2, comme on l'a dit avant, elle est inférieure à 35 mg de mercure. Hyperventilation. Cause respiratoire. Comme elle est inférieure, le pH il va augmenter. Donc, au-dessus de 7,45. Et la concentration en HCO3-, elle est dans les valeurs normales. Donc, il n'y a pas de compensation métabolique. Donc, on a une alcalose respiratoire qui est non compensée. Et enfin, le point rouge. Donc, l'item, il est vrai. Donc, l'hypoventilation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter la PCO2. Donc, il va avoir une baisse du pH. Pour corriger donc une alcalose métabolique, donc l'hypoventilation, elle va augmenter la PCO2. Pour corriger justement une alcalose métabolique et pour amener le pH vers 7,40. Donc ce point, il pourrait aussi correspondre à une acidose respiratoire compensée, ok? Par voie métabolique, en augmentant la concentration en bicarbonate. Donc l'item E, il était vrai. Après, pour la question 9. La question 9, vous devez vraiment apprendre alcalose respiratoire, tous les symptômes. Acidose respiratoire, tous les symptômes. Acidose métabolique, tous les symptômes. Alcalose métabolique, vous devez vraiment savoir tous les symptômes. Au moins, si une question comme ça, elle tombe, vous avez le point de sûr si vous connaissez votre cours et c'est le point assuré. Après, il y a des trucs qui sont un peu évidents. Quand on fait de l'effort, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une hyperventilation. Donc la PCO2, elle va descendre. Le pH, il va augmenter. Et donc ça va créer une alcalose respiratoire. Pareil pour le stress, par exemple. Ok? Donc la réponse pour la question 9, c'était A, B. Pour la question 10. Donc l'item A, il était faux. Enfin, la combinaison d'abord, c'était B, C et D. Donc l'item A, il était faux. Les reins, ils sont une ligne de défense d'agression acide, mais leur réponse, elle n'est pas brève et quasi instantanée. Elle est lente et elle peut être parfois durable. Ok? Après, pour l'item B, il est vrai, phrase de votre cours, texto, il faut l'apprendre. Elle tombe très souvent. Pareil pour l'item C. Il faut vraiment les apprendre bien ces phrases parce qu'elles tombent vraiment souvent. Pour les items de tampon Gabert, c'est souvent les mêmes items, vous allez voir dans les annales. Et normalement, vous connaîtrez ces phrases par cœur. Donc après, pour l'item D, donc il est aussi vrai. On a dit BCD, la combinaison. Donc il est largement en acidose décompensée. Donc acidose, c'est un pH inférieur à 7,4 et acidose décompensée, pH inférieur à 7,38. Donc là, il est à 7,3, il est largement décompensé. Et pour l'item E, pardon, il est faux. En effet, le CO2, il est à l'origine d'une baisse de pH. Puisque l'on parle d'acidité. Ok? Après, pour la question 11. C'était que l'AC. Donc l'item A, les deux organes importants dans le maintien du pH. Il n'y a pas le rein. C'est le tissu osseux. Ok? Tissu osseux et massif. Bien retenir ces deux organes. Pour l'AB, l'acide carbonique, c'est pas un acide fort, mais un acide faible. Faire attention, différence acide fort, acide faible. L'item C, ça c'est vraiment la définition, début de page de votre cours. Chaque solution, elle a un pKa différent.
Faites bien attention. Pour l'item D, toute solution tampon est saturable. D'où l'importance justement qu'elle soit en quantité suffisante, ok? Et pour l'item E, c'est pas 200 fois, mais 2000 fois. Donc, c'était que l'item C. Pour la question 12. Donc, la réponse était A, B, C et E. Donc, comme on l'a vu pour l'item A, j'ai pas vu que c'était le même. Il est vrai. L'item B, il est aussi vrai. Parce que plus la saturation, justement, d'hémoglobine, elle augmente, plus le pH sanguin diminue, donc moins l'hémoglobine, elle fixe les protons H+. Donc, il est vrai. Pour le C, il est vrai, c'est phrase de votre cours, il faut vous appreniez que l'essentiel du pouvoir tampon de l'hémoglobine provient de l'imidazole et de l'histidine. L'item D, il est faux, parce que le diphosphoglycérate, il n'est pas présent dans la forme oxygénée, mais dans la forme désoxygénée de l'hémoglobine. Et l'item E, c'est un tampon formé, c'est vrai. Pour la question 13, comme je vous ai mis dans la correction détaillée, vraiment, apprenez bien la formule de Berlambert, surtout en cours de Brosard. Apprenez bien les formules, mais apprenez les formules, pas avec les lettres. Vous apprenez avec les phrases. Ok? Faut que vous... Ou sinon, si vous voulez apprendre avec les lettres, faut que vous sachiez vraiment chaque lettre à quoi ça correspond. Donc sigma, L, C. Donc là, la réponse était ADE. L pour la largeur de la cuve, longueur d'onde d'excitation et coefficient d'extinction molaire. Parce que c'est pas évident à s'en souvenir. Avec toutes les formules que vous voyez, essayez vraiment de vous faire des mémos techniques pour chaque formule. Au moins, vous retenez chaque lettre à quoi correspond. Pour la question 14. Donc, la réponse à la question 14, c'était ACE. Donc, la A, les états vibrationnels sont en fait de plus en plus rapprochés quand l'énergie, elle augmente. Donc, lorsque la longueur d'onde diminue. Vous faites avec votre formule et vous allez retrouver. Ok. Pour l'item B, c'est faux. C'est la règle de Kasha. L'item C, la fluorescence, en effet, c'est un phénomène pratiquement instantané. Attention à ne pas confondre avec la phosphorescence, qui, elle, est une fluorescence, mais retardée. Ok. L'item D, il est faux, car l'état triplé, il a une durée de vie bien plus longue que l'état singulier. Et pour l'item 2, E, il est vrai, car la conversion intersystème, c'est un passage non radiatif entre un état singulier et un état triplé. Sa probabilité justement de passage intersystème, elle dépend des états impliqués. Donc l'item, il était vrai. Et enfin, pour la question 15, c'était CDE. Donc, pourquoi l'item A, il est faux? Car quand les électrons ils reviennent justement à leur état fondamental, ils vont, en dissipant justement ou en émettant une certaine énergie, et pas en l'absorbant, puisqu'il faut qu'ils reviennent à leur état d'énergie le plus bas possible, ce qu'on appelle justement l'état fondamental. Donc pas en absorbant, mais ils émettent de l'énergie. Donc l'item A, il était faux. Pour l'item B, il y a deux fautes. Déjà, c'est pas les processus radiatifs, mais les processus non radiatifs. Et la deuxième, c'est piège de parenthèse. Je voulais pas en faire, mais je me suis dit, comme il y a une double faute dans l'item, c'était pas si grave. Donc, conversion externe, c'est agitation thermique, et conversion interne, c'est relaxation vibrationnelle. Enfin, après pour l'item C, en effet, c'est la loi de Stokes.
Après, donc pour l'item D, j'ai fait cette fois avec les longueurs d'onde. Donc la longueur d'onde dans la loi de Stock émise, elle est supérieure à la longueur d'onde absorbée. Ok? Et l'énergie des photons absorbés, elle est supérieure à l'énergie des photons émis. C'est l'inverse. Ok? Donc faites attention. C'est très très facile de se confondre. Tu fais souvent la faute, mais ça tombe. Donc vraiment faites attention.